Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce midi pour cette rencontre avec Noémie Calais, co-autrice avec Clément Osé de Plutôt nourrir, l'appel d'une éleveuse publiée aux éditions Tana, et Chantal Pelletier, autrice, le dernier récit en date, Nos derniers festins, Sens interdit, pardon, mais on parlera également de Nos derniers festins, qui est son prédécesseur, publié chez Gallimard dans la série Noire. Bonjour à toutes les deux et merci d'être avec nous à presque l'heure du déjeuner pour parler de notre rapport à l'alimentation, à la consommation, pour nous projeter un petit peu dans l'avenir. L'avenir plutôt sombre que dépeint Chantal dans son roman, mais aussi un avenir un peu plus radieux qu'on aimerait voir advenir. Noémie Calais, Plutôt nourrir, c'est une immersion dans votre quotidien d'éleveuse, de Port-Noir dans le Gers. Est-ce que, pour faire connaissance, vous pouvez nous raconter rapidement comment l'étudiante de Sciences Po que vous étiez s'est tournée vers l'élevage ? Bonjour à tous, oui, donc c'était pas absolument évident de passer de Sciences Po à Sciences Porcherie, mais parfois les chemins de la vie nous mènent à ce genre de choix. J'ai fait mes études donc à Paris, ensuite je suis partie à Hong Kong, à Londres, et là-bas je travaillais dans un bureau en conseil, comme beaucoup de monde après Sciences Po, en politique internationale. Et ce sont tout simplement des problèmes de santé qui m'ont poussée à quitter la ville, à venir me mettre au vert à la campagne, à revenir en France. Et là, j'ai remis les mains dans la terre, j'ai recommencé à travailler de façon tout à fait sensible et manuelle avec le végétal, puis avec l'animal. Et ça m'a reconnectée à quelque chose qui était extrêmement profond, d'un rapport au vivant. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est profondément politique de contribuer à produire une alimentation qui soit saine. J'ai pas envie de contribuer à un monde où on va manger des choses produites avec des intrants chimiques. J'ai plus envie de contribuer à la pollution de l'eau. J'ai envie de proposer autre chose et de faire partie très concrètement de ce mouvement pour un mieux nourrir et une meilleure alimentation en France. Et on évoquera évidemment par quoi ça passe, se mieux nourrir, mais votre objectif, ça a été tout de suite de vous occuper personnellement de toutes les étapes de la vie des animaux dont vous vous occupiez, de la naissance du porcelet jusqu'à la découpe de l'animal, jusqu'à la vente. C'était important pour vous, et c'est un petit peu dans la continuité de ce que vous venez de dire, mais c'était d'être dans ce rapport à l'animal et de ne pas déléguer les sales tâches, d'être vraiment là à toutes les étapes. Oui, tout à fait. En fait, c'est une démarche qui est profondément paysanne, assez ancienne, où on maîtrise un certain nombre de savoir-faire et où on se les transmet. Et moi, je n'avais pas du tout envie de déléguer effectivement le sale travail à d'autres personnes, parce que avant de m'installer dans un élevage plein air, en bio, sur ma petite colline du Gers, dans une ferme collective en circuit court, j'ai filé des coups de main à la cédante de notre ferme collective, qui avait un élevage intensif, donc 2000 cochons en bâtiment, tous entassés les uns sur les autres et détruits en cage. Et en fait, dès le démarrage de son activité il y a 35 ans, elle s'est rendue compte que ce système la contraignait à passer le Karcher énormément de fois, que c'était physique et relativement dégradant, et elle s'est dit ça, le sale boulot, je vais le faire par d'autres personnes. Et puis après, toute la partie abattage, boucherie, c'est compliqué, c'est physique, c'est technique, je vais aussi le déléguer. Et là je me suis dit, mais en fait, quel est le sens du travail véritablement quand on veut même plus faire toutes ces étapes-là? Donc moi, ce que j'avais envie de faire, c'était de me réapproprier toutes ces étapes qui vont de la naissance, le moment, on va dire, le plus beau, le plus doux, le plus sensible du travail à l'animal, jusqu'à ce moment tout aussi valorisant qui est celui du marché, quand on propose le produit fini aux personnes qui nous entourent. On a vraiment la sensation de faire société, de faire agora alimentaire avec les gens. C'est quelque chose de très puissant, mais je voulais pas me couper des moments difficiles, et du coup j'ai l'impression, quand je vends un morceau de viande, que je suis pleinement consciente du travail que ça a été, du travail sur le corps, du travail sur le mental, du poids de la mort aussi. Je trouve que c'est très compliqué quand on achète un morceau de viande en supermarché, de se dire que ce prix ne comprend pas certaines externalités environnementales, bien-être animal, bien-être humain, des gens qui travaillent dans les élevages intensifs, mais surtout que le poids de la mort et ce prix-là, en fait, ne sont absolument pas répercutés dedans. Et ce poids de la mort, c'est aussi la nécessité d'absolument rien gâcher. De toutes les parties qui sont vendues ensuite au marché. C'est de se dire que cet animal, il n'est pas mort pour rien. Il a vraiment, vous disiez, se faire agora et être avec les gens, et se dire que, parce qu'on va parler évidemment de
de la relation qui vous unit à l'animal tout au long justement de sa vie. Ça implique ça aussi, le fait de s'occuper de cette étape de la découpe et tout ça, c'est de se dire il ne faut pas qu'il soit mort pour rien. Oui, absolument. Je pense que quand on a... En fait, dans le livre, on aborde la mort de l'animal comme un fil rouge. Parce qu'en tant qu'éleveuse, en tant que paysanne, ce rapport entre la vie et la mort est absolument fondamental. C'est une préoccupation quotidienne. Et lorsqu'on croise d'autres éleveurs, on se rend compte que c'est vraiment quelque chose qui nous unit, qui nous bouleverse, qui remue des affects assez profonds. Et encore une fois, on n'a pas envie de se couper de ça. Et très concrètement, effectivement, quand la carcasse arrive sur la table de découpe, on se dit cet animal, on l'a vu gambader, on connaît ses yeux, on connaît son caractère, on connaît son prénom. Et le moindre des respects, c'est de n'absolument pas gaspiller le moindre centimètre carré de viande qui pourrait sortir de cette carcasse. C'est absolument fondamental et je pense que là, ça nous ramène aussi au sujet de l'abattage, parce qu'en France, on n'a pas le droit actuellement, donc dans le droit français, qui est issu du droit européen sur ce point, on n'a pas le droit de tuer nous-mêmes nos animaux si on veut commercialiser derrière. On a le droit d'abattre pour notre propre consommation personnelle, mais pas pour commercialiser. Et donc, on se retrouve contraint à déléguer cet acte qui est fondamental pour nous et on se sent dépossédé, en fait. On sait en plus qu'on va devoir amener nos animaux vivants dans une bétaillère, sur des routes. Alors moi, je vis dans le Gers, donc pour ceux qui connaissent, c'est des coteaux, énormément de coteaux. Et je peux vous assurer que l'animal, après 1 heure de route, sur ces reliefs-là, n'est pas très en forme. Et ensuite, on le laisse dans un lieu qui est humide, qui est sombre, qui est bétonné, où il va être entouré de plein d'autres animaux déchargés de camions à 2 étages, donc avec un stress physiologique très fort. En fait, c'est à l'opposé de tout ce qu'on essaye de construire sur nos fermes. Et on sait en plus qu'on va contribuer à mettre des animaux sur une chaîne où travaillent des personnes qui en souffrent. Parce que les gens de l'abattoir, on a quand même la chance, en y allant soi-même, de pouvoir leur parler, d'avoir ce petit moment d'humanité dans ce lieu un petit peu sombre. Et leurs conditions de travail sont très dures et c'est compliqué pour nous, éleveurs, de savoir qu'on contribue à ça. On va parler de ce que vous construisez justement dans cette ferme collectivement, puisque vous n'êtes pas seul, et comment aussi vous envisagez l'avenir. Mais j'aimerais qu'on fasse justement tout de suite un saut dans le temps avec vous, Chantal, dans vos romans, Sens interdit, mais aussi, je le disais, Nos derniers festins, dont l'action se déroule dans ces 2 romans dans les années 2040. Vous imaginez une France sous l'emprise d'un contrôle alimentaire drastique, impossible de manger ce que l'on veut. Alors, il existe des permis de table à points, contrôlés par les restaurateurs. Il y a des attentats alimentaires qui menacent la France. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots comment fonctionne cette société et comment est-ce que vous avez imaginé son rapport à la nourriture et peut-être, 3e question en une, qu'est-ce qui vous a fait vous dire qu'il y avait là un super sujet d'exploration pour la romancière que vous êtes ? Bien, bonjour à tous. Alors déjà, j'ai beaucoup écrit sur la nourriture. J'ai même dirigé une collection qui s'appelait Exquis d'écrivains où je demandais à des auteurs d'écrire autour de la nourriture, ce qui est un très vaste programme. Et donc, je me suis toujours passionnée par ce qu'on dit de la nourriture, plus que la nourriture elle-même, enfin, même si j'aime bien manger. Et donc j'ai exploré un petit peu un certain nombre de facettes extrêmement différentes de notre rapport à la nourriture, notamment la noirceur, le rapport d'abord les conflits autour de la nourriture, notamment dans un couple, dans une famille, comment la table et la cuisine sont souvent des lieux de règlement de compte, c'est-à-dire on sait bien que c'est un vrai théâtre, la table, et le fourneau aussi d'ailleurs. Et puis, j'aime bien aussi m'amuser avec ça. C'est-à-dire, vous disiez tout à l'heure un avenir sombre, mais j'ai essayé quand même de prendre les choses d'une façon humoristique. Dans l'écriture. Mais dans l'écriture, je disais, c'est que si je veux projeter moi dans cette société, je me dirais qu'elle est plutôt sombre. Mais dans l'écriture, effectivement, il y a aussi beaucoup d'humour. Parce que, effectivement, quand on parle, par exemple, de permis de table à points,
donc on se dit, comme le permis de conduire à point, bon, on se dit, bon, c'est une blague. Après, quand on y réfléchit, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit que votre carte de sécurité sociale, votre carte vitale aujourd'hui, soit connectée à vos analyses sanguines, à tout ce qui se passe médicalement, et donc si ce n'est déjà fait, parce que c'est extrêmement simple, et du coup vous êtes autorisé ou pas selon vos analyses et vos problèmes médicaux à manger ceci ou cela. Et c'est assez simple finalement à mettre en œuvre, en tout cas dans toute cette partie publique où vous allez au restaurant ou même chez un traiteur, etc. Et alors évidemment, ça peut paraître comme une blague, mais finalement c'est assez plausible. Et d'autre part, ça tourne assez vite au drame, parce que par exemple, il n'est pas, dans cette société que je décris, il n'est pas interdit de fumer. Je veux dire, on peut fumer absolument comme on veut, bien sûr, en respectant les lieux publics, bon, comme aujourd'hui, sans doute encore plus demain qu'aujourd'hui. Mais si vous fumez, vous n'avez pas le droit aux soins médicaux de la sécurité sociale. C'est-à-dire, on ne vous prend même pas à l'hôpital. C'est-à-dire que si vous êtes un fumeur, vous pouvez mourir d'une péritonite à l'entrée de l'hôpital. Voilà. Donc, voilà. Donc, effectivement, c'est un avenir sombre que j'ai essayé de prendre. Et d'autre part, donc, si on imagine qu'il y a une dictature alimentaire dans les années 2040, ça veut dire qu'évidemment, bon, on pense tout de suite qu'il est bien sûr interdit de manger du foie gras, de manger des fromages au lait cru, de manger du lapin, de manger du veau, enfin, etc. Même si et tout ça, dans celui-ci, dans Sens Interdit, on est à nouveau autorisé à consommer du lapin parce voilà. que les légumes coûtent tellement cher que finalement on se dit on va les autoriser quand même à remanger du lapin. Oui, parce que le lapin se reproduit vite, on peut l'élever soi-même, voilà. Donc voilà, c'est un apport de protéines qui n'est pas négligeable. Donc voilà, donc évidemment les législations peuvent varier selon l'état de la société et parce que effectivement les problèmes climatiques influent évidemment sur l'avenir de la nourriture, et c'est très important. Mais par exemple, quand on commence à interdire bien sûr le foie gras, fromage, tout ce que je vous ai cité, si vous voulez, l'esprit français veut qui subsiste encore dans les années 2040, veut qu'on ne respecte pas la réglementation, donc il y a des trafics, donc il y a du marché noir, donc il y a des mafias, donc si vous voulez, il y a des dealers de camembert. Il y a des trafiquants de foie gras, et donc, si vous voulez, donc ça crée tout. Oui, mais si on se fait prendre, on risque d'aller dans un centre de redressement. Voilà, et donc, voilà. Il y a des centres de redressement alimentaire, parce que si vous perdez vos points sur votre permis de table, ben vous pouvez aller les récupérer dans un endroit où on vous apprend à manger correctement et où vous contrôlez votre santé. Parce que pourquoi tout ça est fait ? Parce que l'individualisation qu'on voit aujourd'hui augmenter de plus en plus dans nos sociétés fait que les individus qui respectent les lois ne veulent pas payer pour ceux qui ne les respectent pas. Donc voilà, c'est comme ça que les législations s'étendent et qu'elles touchent nos assiettes. Et alors pourquoi passer par la nourriture pour parler de ces sociétés de contrôle ? Parce que la nourriture est toujours une métaphore qui parle à tout le monde, parce que comme disait Noémie tout à l'heure, on mange 3 fois par jour. Donc on ne peut pas ne pas être concerné par qu'est-ce qu'on mange, comment on mange, etc. Donc c'est toujours une métaphore formidable pour parler des relations entre les individus et de l'établissement d'une société. Parce que pour moi, l'acte de nourrir, c'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup le titre de Noémie, l'acte de nourrir les autres, c'est peut-être encore plus important que de manger soi-même. C'est-à-dire, moi, je suis très, très touchée et sensible, etc., à nourrir les autres. On sait très bien, par exemple, ceux qui font un tout petit peu de la cuisine pour leurs amis ou leur famille, c'est que le jour où on invite des gens à sa table qu'on aime bien, à qui on a envie de faire plaisir, qu'on a fait un petit effort pour cuisiner, ces jours-là, on ne mange pas vraiment. On est tellement préoccupé de savoir si on a bien fait, si on a pensé à tout pour les assiettes des uns et des autres. Et je trouve que l'acte de nourrir, qui est vraiment le fondement de la relation humaine, c'est-à-dire que si on ne vous nourrit pas à la naissance, vous ne pouvez pas vivre. C'est-à-dire qu'il y a le premier cri, il y a respirer l'air, mais le deuxième instinct, c'est l'instinct de succion, c'est d'être nourri. Et c'est dans
dans cet acte d'être nourri qu'on découvre tout de la vie finalement, qu'on découvre à la fois bien sûr le goût, qu'on se constitue, qu'on découvre les images autour de soi parce qu'on commence à ouvrir les yeux même si les formes ne sont pas comprises, c'est les odeurs des linges, de la peau, etc. C'est toute la sensorialité de la vie et ça, on le reste toute sa vie. Et finalement, chaque fois qu'on mange, enfin qu'on prend le temps de manger, pas si on mange un sandwich vite fait en courant, mais chaque fois qu'on prend le temps de manger, je pense qu'on est ce nourrisson qui a été nourri et qui a découvert la vie. Et puis ça continue jusqu'en fin de vie, où la question, c'est de comment être nourri, qui vous nourrit, qui vous donne encore, prend le temps de venir vous voir pour vous donner à manger, parce que vous avez du mal à bouger, vous avez du mal à mâcher, enfin, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment le fondement de toutes les relations humaines. Et c'est pour ça que je trouve que passer par des métaphores alimentaires pour parler d'une chose qui est en route, quoi qu'on en dise, et de toute façon, j'espère pas trop fort, qui est la limitation des libertés individuelles, pour de très bonnes raisons, hein, pour la santé, pour la préservation de la planète, pour plein de choses, mais où on risque d'étouffer. Puisque dans cette société, effectivement, il y a aussi des drones, des caméras de surveillance, la reconnaissance faciale généralisée. Et vous parliez des relations humaines. Il y a aussi, on se reconnaît entre amateurs de bonne nourriture. Et vous avez imaginé une application de rencontres gastronomiques où on ne se parle pas, mais juste on voit ce que l'autre mange. On se découvre par les plats qui sont mangés. Donc on peut choisir quelqu'un qui a une assiette qui ressemble à la vôtre, disons, parce que en face de votre profil, la recette que vous allez, enfin le plat que vous allez manger est bien sûr filmé, donc vous le voyez. Il y a une reconstitution, ce sera plus simple, une reconstitution des odeurs, des parfums, enfin, etc. Donc cette virtualité de l'alimentaire, alors que c'est encore là qu'on a le plus de sensualité des cinq sens. Et alors j'ai écrit Nos derniers festins en gros en 2017-2018, le livre est sorti en 2019, donc avant le confinement. J'étais en train d'écrire Sens interdit au moment où le confinement est arrivé, et je dois dire que quand on écrit un livre qui s'appelle Sens interdit au pluriel et que tout à coup on ne peut plus toucher les gens, on ne peut plus les voir, on ne peut plus les respirer, enfin je veux dire on est masqué, on devient invisible, etc. Ça a été pour moi un choc, je dirais un traumatisme, quoi, vraiment, parce que quand on essaye de se projeter dans l'avenir, bien sûr, toutes les choses sont déjà là. Mais ce qu'on ne sait jamais, c'est à quelle vitesse elles se propagent. Et franchement, quand j'ai commencé à écrire et nos derniers festins, et donc Sens interdit, je n'imaginais pas que ça allait aller si vite. Mais c'est vrai que le confinement a énormément précipité les choses dans cette société de contrôle, parce que d'une certaine façon, il nous a quand même habitués à ça, c'est-à-dire à savoir qu'on pouvait tout d'un coup être totalement privé de liberté. Noémie, Chantal disait qu'elle n'espérait pas qu'on atteindrait ces extrémités. Comment est-ce que vous, si vous vous projetiez dans les années 2040, comme l'a fait Chantal, comment est-ce que vous imaginez notre rapport notamment à la consommation de viande ? Alors, je ne dirige pas trop la question pour que vous puissiez répondre soit de manière très réaliste, avec ce que vous pensez réellement, ou bien vous pouvez aussi choisir d'imaginer ce qui pourrait advenir et qui est une chose vers laquelle vous souhaiteriez qu'on aille. Je vous laisse le choix d'être réaliste ou optimiste, et peut-être que les deux se rencontrent. Mais en tout cas, voilà, 2040, si vous deviez vous projeter. Donc ça veut dire que réaliste veut dire pessimiste, en somme. Je m'aperçois que ma question est biaisée, voilà, mais vous pouvez tout à fait faire quelque chose de réaliste et optimiste. Non, en fait, je suis plutôt réaliste et pessimiste, malheureusement. Je suis désolée, j'aimerais vous proposer autre chose. Mais en fait, ça me parle énormément, tout ce qui a été dit par Chantal, parce que dans la jeunesse du livre, quand Clément a commencé à venir dans le Gers pour m'interroger, il voulait comprendre pourquoi je m'étais lancée en élevage, alors que l'élevage était
médiatisé partout comme étant contributeur à l'impact carbone. Lui qui en plus est plutôt végétarien. Oui, plutôt végétarien. Il ne comprenait pas pourquoi je faisais ça alors que ça allait à rebours des préoccupations environnementales, sociétales. Il ne comprenait pas pourquoi j'allais me lancer dans un métier où j'allais être forcée de tuer des animaux alors que tous nos copains en ville sont en train de devenir véganes les uns après les autres. Et à un moment, on revenait de l'abattoir. Alors c'est déjà un moment où je suis un petit peu sensible et un petit peu fatiguée. Et il m'a dit « Oui, Noémie, j'ai bien réfléchi. Ton cochon, tu l'élèves de façon très éthique. Hein. C'est sûr, 95% du cochon en France est élevé en intensif dans des gros bâtiments. Toi, tu fais partie des 5% de gens qui font ça différemment. Et j'ai regardé les chiffres. Quand tu le fais en bio, en race rustique, parce qu'il n'y a plus que 6 races rustiques en France. Hein. C'est comme les semences paysannes, mais appliquées aux animaux. C'est un vrai combat de maintenir ça vivant pour s'opposer au brevetage et à la manipulation du vivant. Bon voilà, donc dans ce genre de domaine, bio, race rustique, plein air, vous n'êtes plus que 1 pour 1000. Donc effectivement, c'est éthique. Mais par contre, ton cochon, il mange quand même des céréales. Et ça me pose question parce que les céréales, ça pousse sur des terres où on ferait peut-être mieux de pousser de l'alimentation végétale pour nourrir directement les humains. En plus, en bio, il faut passer plusieurs fois le tracteur vu que vous n'utilisez pas de glyphosate. Ça consomme du pétrole. Donc vraiment, ton empreinte carbone, elle n'est pas terrible. Et là, je me suis dit, waouh, je pense, mon ami, que tu as raison sur le fond. Hein. Il faut questionner la dépendance des animaux monogastriques, donc les porcs, les poulets, les poules pondeuses, aux grains, aux céréales. C'est fondamental pour penser l'alimentation et nos territoires demain. Mais par contre, politiquement, je pense que tu es un petit peu en train de te tromper de combat parce qu'on était en train de vivre à ce moment-là dans le Gers une grosse lutte. On veut tous nourrir nos proches, mais en fait, on s'est rendu compte que pour continuer à nourrir nos proches en bio, en respectant l'eau, le sol, etc., c'était un véritable combat. Et on ne voulait pas lutter, mais on s'est mis à devoir lutter, ensemble, consommateurs plus producteurs réunis, parce qu'à ce moment-là, dans le Gers, tapez à nouveau la grippe aviaire. La grippe aviaire, depuis 2016, ça arrive chaque année comme un marronnier. Et on sait que depuis 2016, à chaque fois, ça apparaît dans des énormes élevages intensifs. Et comme la filière volaille est extrêmement segmentée en France, si la grippe aviaire arrive à un endroit, dans un élevage, elle se retrouve propulsée dans plusieurs départements, dans toute une chaîne, et ça flambe comme une traînée de poudre. Et donc, année après année, on voyait ça flamber dans les très gros élevages. Nous, tous les petits élevages plein air, parce que j'avais aussi des poules à l'époque, on était complètement indemnes. On fait vivre nos animaux dehors, voilà, ils grandissent chez nous, ils naissent chez nous, on les vend à 10 km de chez nous. Enfin, vraiment, les facteurs de risque sont extrêmement différents entre une grosse filière segmentée où les animaux sont entassés et génétiquement tous identiques et nos petits élevages autarciques. Et en fait, ce qui s'est passé fin 2021, c'est que la réglementation a changé et a imposé la claustration de toutes les volailles de France en pointant du doigt le plein air comme étant le grand responsable de la grippe aviaire de par sa proximité avec la faune sauvage, parce que vous comprenez, les oiseaux migrateurs peuvent à un moment, en passant au-dessus de nos fermes, fianter et du coup contaminer nos animaux, et de proche en proche, c'est nous qui allons contaminer les gros élevages intensifs, ce qui va mettre en péril la capacité exportatrice de la France, parce qu'il faut savoir qu'on exporte à peu près 30% du poulet français, c'est du poulet standard, c'est-à-dire de très basse qualité, on les exporte dans des marchés émergents où on déstabilise politiquement les marchés et l'économie là-bas. Enfin, c'est vraiment des systèmes avec lesquels on n'est politiquement pas d'accord, mais là on s'est retrouvé à payer dans nos fermes le prix de cette stratégie industrielle. Et donc, à ce moment-là, fin 2021, il y a plein d'assauts qui se sont montés en France, qui s'appellent Sauve qui Poule, et qui mettent autour de la table les consommateurs et les éleveurs pour pas être tout seuls à porter nos choix alimentaires. Parce que nous, éleveurs, on n'est déjà pas nombreux. Enfin, il y a 1,5% de la population active actuellement qui travaille dans le domaine agricole. C'est très peu. Et sur 10 départs à la retraite, en ce moment, il n'y a que 2 remplacements. Donc ça veut dire qu'on va vers des agrandissements de plus en plus rapides des fermes, avec de moins en moins de paysans et d'agriculteurs sur le terrain. Et la politique du gouvernement, elle s'articule autour d'un triptyque qui s'appelle numérique, génétique, robotique. Alors là, l'ambition n'est absolument pas d'installer des paysans, de faire de l'agroécologie et de faire collaborer ce que nous, on essaye de faire au quotidien, c'est-à-dire le sauvage, l'élevage, d'être dans un équilibre. Là, avec ces nouvelles normes sur la claustration, la biosécurité, la grippe aviaire, la peste porcine, ça s'applique un peu dans tous les milieux. C'est un peu la théorie du ruissellement, mais en vrai et en dystopique, et on est en train de la vivre. On se retrouve à devoir enfermer nos animaux, à travailler dans une ambiance où tout devient sanitarisé, c'est-à-dire qu'on nous impose, à nous qui vivons en plein air,
les mêmes normes que dans l'industriel, c'est-à-dire qu'on se retrouve à devoir tout claustrer, tout abattre, puisque en fait l'animal est vu comme un matériau de production, un outil, un rouage dans une grosse machine. On lui dénie toute sensibilité. Donc s'il y a, on l'appelle un minerai. On l'appelle le minerai. Voilà, c'est tragique, mais en boucherie, ça s'appelle le minerai. Donc où est l'animal à ce moment-là? Où est la sensibilité? Où est notre place d'éleveur? Je peux vous assurer qu'en 2022, après toutes ces normes qui ont fondamentalement changé la façon dont on peut faire de l'élevage, il y a des tas d'éleveurs en France qui ont arrêté, qui ont fait des burn-out, qui ont réduit leur cheptel, et combien aussi d'éleveurs qui ne se sont pas installés. Les ADR partout en France nous ont fait remonter à Sauve qui Poule des informations sur le nombre de porteurs de projets d'installation agricole qui voulaient faire des petits élevages de volailles, de cochons, et qui finalement se sont dit « Ah ben non, là les normes sont tellement puissantes, tellement fortes, on ne va pas réussir à le faire et on ne va pas s'installer ». Donc politiquement, on est dans un énorme rapport de force en ce moment, et c'est un rapport de force qui est complètement assumé par le gouvernement qui veut aller vers une industrialisation de nos procédés et de nos processus de travail. En décembre 2021, donc 2 mois après cette obligation de claustration, il y a une députée qui avait posé la question au gouvernement lors d'une séance de questions à l'Assemblée, et elle avait dit écoutez, là les élevages plein air sont en réelle détresse et le problème ne vient pas d'eux, et vous le savez très bien, donc s'il vous plaît, levez cette obligation de claustrer les animaux, parce que là c'est un carnage sur le terrain. Et c'est Gabriel Attal, qui était porte-parole du gouvernement à l'époque, qui a répondu « Écoutez, n'opposez pas les deux filières, vous savez très bien que la filière industrielle est une filière de qualité. » Alors ça, c'est tragique quand on a déjà mis les pieds dans des élevages industriels, c'est très difficile à entendre. Et deuxièmement, sachez qu'aux États-Unis, la norme, ce sont au minimum des élevages de 10 000 poules, ça fonctionne très bien, et c'est vers ça qu'on va aller. Il n'y a même plus de demi-mesure, en fait, c'est complètement assumé. Et moi, ce qui me touche énormément, et on en parle dans le livre, c'est aussi la sémantique, toute la sémantique du développement durable, de l'élevage, du bien-être animal. Tous ces mots qui correspondent à la réalité de nos pratiques paysannes sont en fait accaparés par l'industrie. J'ai fait la formation obligatoire bien-être animal là, cette année. Je peux vous assurer que dans la formation en ligne, parce qu'on ne va pas voir d'animaux pendant la formation bien-être animal, on regarde un écran, on nous demande de cliquer sur une image d'élevage intensif sur tout ce qui correspond à du bien-être animal. Alors vous voyez là des cochons entassés en intérieur dans un noir quasi absolu parce qu'il y a juste une toute petite fenêtre en haut, et il faut cliquer sur l'abreuvoir parce que donner à boire à l'animal, c'est du bien-être animal. Il faut cliquer sur l'auge parce que lui donner à manger, c'est du bien-être animal. Et 2 slides plus loin, on nous apprend qu'il y a quand même des experts qui ont été payés pour ça, qu'une truie a besoin de faire son nid avant la mise bas. Bah oui, nous on le voit, elle va récupérer de la paille, des branches, elle fait un nid, c'est extraordinaire à voir. C'est l'un de mes moments préférés dans ma vie d'éleveuse. Et bien là, ils se sont dit, problème, pour la rentabilité, nous, on enferme nos truies dans des cages individuelles, elle ne peut faire que debout et assis. Donc, on va quand même contribuer à son besoin physiologique de faire son nid. On conseille aux éleveurs de mettre un morceau de toile de jute au niveau de son groin 2 jours avant la mise bas. Comme ça, elle peut fouiller dans un morceau de toile de jute et faire son nid dans sa tête. Et ça, c'est du bien-être animal. Voilà, donc en fait on se retrouve maintenant. Chantal, vous n'avez même pas été assez loin dans votre livre. Franchement, c'est complètement dystopique et c'est maintenant. Donc l'élevage industriel a le droit de prendre cette étiquette de bien-être animal, et nous on est assez impuissants parce qu'on est tellement peu nombreux en agriculture paysanne qu'on sait qu'on a du mal à peser dans le rapport de force. Donc si politiquement c'est difficile de peser, il faut qu'on aille en parler aux personnes qui nous entourent, on en parle sur le marché, on en parle. Le livre, c'était aussi une façon de pouvoir sortir un peu ce discours du silence de nos campagnes et pouvoir aller en parler un petit peu plus largement, quoi. Et je reviens rapidement sur ce que Clément vous disiez par rapport à la consommation de grains, de la consommation des cochons, du fait que ça a enlevé finalement de la nourriture qui pourrait être, de la production de nourriture qui pourrait aller directement aux humains. Ça a malgré tout transformé votre manière de faire, c'est-à-dire ça vous a amené à réduire le cheptel et aussi à donner à manger d'autres choses à vos animaux. Et oui, je pense que si ça m'a autant énervé, c'est qu'il n'avait pas tort. Il appuyait là où ça faisait mal. En fait, moi, j'étais dans cette dynamique d'installation agricole. Quand on commence et qu'on n'a pas de capital, de foncier, forcément, on demande des aides à l'État, on demande la dotation jeune agriculteur, des subventions sur le matériel d'installation. Et en fait, en demandant ça, on est pris pendant 4 ans, 5 ans dans des dynamiques où on doit rendre compte chaque année à l'État de notre volume de production. Et donc, j'étais un peu prise par ce volume et forcément, j'avais 80 cochons à l'engraissement, 6 truies parce que je faisais naître tout le monde. Je devais aller à l'abattoir. L'abattoir a fermé à plusieurs reprises pour problèmes sanitaires. Donc là encore, quand on est dépendant de ça, ça peut faire assez mal au cœur. Donc, je passais ma vie sur les routes avec un temps de travail complètement compressé.
Et donc, je me faisais livrer le grain par la coopérative bio du Sud-Ouest qui gérait les céréales, la transformation en farine bien équilibrée pour les animaux. Et je savais que ça ne me convenait pas. Donc, Clément était vraiment en train d'appuyer là où ça faisait mal. Et une fois sorti de ses obligations avec l'État en début d'année, je me suis dit, ah ben là, ça y est, je peux recommencer à travailler, non pas pour faire plaisir à l'État et à ce qu'il me demande sur le papier, mais vraiment pour ce qui me convient à moi et ce qui correspond aussi à ce que peut porter mon territoire, la ferme collective sur laquelle je suis installée. Et je me suis dit, historiquement, le cochon, c'est le recycleur de l'agriculture. Le cochon, il servait de poubelle haut de gamme pour manger tout ce que nous, humains, on ne peut pas manger. J'ai la chance d'être installée sur une ferme où il y a une bergerie, chèvrerie, fromagerie, où il y a des maraîchers, où il y a des personnes qui transforment le grain en farine, donc ça produit également du son. Ça produit des drèches aussi parce qu'ils transforment ça en boisson végétale derrière. En fait, j'ai plein de résidus agricoles dont les cochons se délectent. Je peux maintenant amener des tas de matières premières à l'animal qui, en plus, l'émerveille parce que le cochon, il est comme nous. Il aime la diversité alimentaire, il aime jouer. Quand je lui amène des poubelles complètes de fruits et légumes que je prends de la Biocoop, je vois bien qu'il est comme nous. Il se jette sur les fraises, il se jette sur les pommes, il bazarde le fenouil par-dessus bord, il en a rien à faire. En fait, tout ça, ça fait partie de quelque chose de très logique, de remettre le cochon à sa place. Et je me suis dit, si je veux que le cochon remplisse sa fonction, sans être trop dépendante des céréales, que je vais maintenant prendre, vu que j'en ai besoin de beaucoup moins, dans un petit élevage à côté, qui a des terres en agroforesterie, un petit élevage également. Enfin, non seulement je recrée du lien humain, je corresponds pile poil aux besoins de mon territoire, et en plus, moi, je me réconcilie avec la mort, parce que là, je crois que j'avais aussi trop d'animaux pour porter seul ou quasi seul le poids de la mort sur mes épaules. En fait, j'avais l'impression d'emmener mes bêtes à l'abattoir pour ensuite les mettre sur mon étal de marché, pour avoir de l'argent, pour payer le crédit agricole et me permettre de recommencer. Donc en fait, c'était un petit peu... ça manquait de sens. Et là, je ne vais pas dire que je me suis complètement réconciliée avec la mort, ça reste un sujet qui est absolument énorme, qui m'est propre face à ma propre finitude. Enfin, on est humain et ça nous bouleverse, et c'est normal, je pense, et sain. Mais je me dis que j'ai pile le nombre d'animaux qu'il faut pour recycler les sous-produits de mon collectif. Et que là, mes cochons ont un rôle agronomique. Là, ils ont du sens. Et la mort, c'est plus leur simple finalité, la finalité de leur vie, mais plutôt un corollaire de tout ce rôle agronomique complexe qu'ils ont dans notre rapport au vivant. Est-ce que vous en avez combien maintenant là ? J'ai réduit les cochons à l'engraissement. J'en ai entre 15 et 20 en fonction des périodes par rapport à 80. Mais par contre, j'ai augmenté le nombre de truies parce que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de petits éleveurs sur le territoire qui avaient besoin de cochons, donc en race rustique, en bio, qui avaient du mal à en trouver et qui ne savaient pas faire naître. En fait, c'est tout un savoir-faire de faire naître des animaux, que ça se passe bien, gérer des mises bas, fouiller des truies si ça se passe mal. Et ça, c'est quelque chose que j'adore et j'ai l'impression d'avoir trouvé ma place. Il y a à peu près entre 150 et 200 petits cochons qui naissent sur ma ferme chaque année. Mais au lieu de tous les garder, je vais les vendre à plein de petits éleveurs qui sont ravis de collaborer avec moi et moi avec eux. Chantal ? Je crois que Noémie a dit une chose extrêmement importante, c'est recréer le lien humain. Et donc ça, c'est très, très important parce que finalement, comment je suis arrivée à traiter les choses de cette façon, c'est-à-dire cette dématérialisation de la société en général avec cette uniformisation par l'informatique, par le virtuel. Tout devient virtuel. Les rapports s'effilochent complètement autour de visioconférences et de Zoom parties. L'idée qu'on ne sait plus ce que c'est que de serrer une main, que de regarder quelqu'un dans les yeux, etc. Or, normalement, la nourriture, c'est aussi ça, c'est-à-dire c'est aussi savoir partager un repas. Et une des choses aussi qui m'avait beaucoup choquée et fait mal finalement, c'est quand il a commencé à y avoir des agressions contre des charcutiers, vous voyez, c'est-à-dire quand la façon de manger est devenue une idéologie. Et donc une idéologie vraiment sectaire et qu'on ne peut pas supporter que d'autres gens mangent différemment de vous. Alors évidemment, il y a plein de raisons de défendre son point de vue,
Mais je veux dire, si à partir du moment où ça passe par la violence, alors que pour moi, justement, la nourriture et son partage, c'est vraiment le moment de communion, de paix, de rencontre, etc. Pour moi, c'était vraiment terrible. Je veux dire, de savoir, par exemple, moi, je trouve qu'on peut tout à fait partager un repas entre véganes et omnivores. Enfin, je ne sais pas, flexitarien, je ne sais plus comment on dit. Mais si vous voulez, si la personne est prête quasiment à vomir parce que vous avez de la viande dans votre assiette, etc. Là, je crois qu'il faudrait quasiment former les gens pour leur réapprendre. Enfin, c'est comme le harcèlement dans tous les domaines. C'est-à-dire que les gens font comme ils veulent, comme ils peuvent. Et il faut respecter ça quand même. C'est quand même ça le lien humain, c'est-à-dire de reconnaître la différence de l'autre, de la respecter. Parce que si on veut qu'on soit tous identiques, tous à respecter les mêmes choses d'une façon complètement drastique, l'humanité est terminée. Je veux dire, tout est guerre, tout est conflit, tout est violence, et on ne peut plus négocier, on ne peut plus, voilà, si on ne peut plus manger ensemble, voilà. Et peut-être tout en ayant en tête, et c'est un petit peu ce que vous disiez, Noémie, les systèmes de production. C'est-à-dire que vous évoquiez ces volailles qui partaient à l'étranger, et je crois que le chiffre, c'est que si on réduisait de 50% notre consommation de viande, on pourrait produire en France toute la viande suffisante pour nourrir la population dans des fermes qui sont respectueuses et qui respectent ce circuit court. Et en tout cas, que c'est comment est-ce qu'on respecte effectivement la façon de se nourrir de chacun, tout en faisant en sorte qu'il y ait une meilleure connaissance, en fait, tout simplement, de ces circuits. Parce que effectivement, dès qu'on commence à s'interroger, dès qu'on voit ces images-là, effectivement, on se dit, tiens, peut-être que consommer moins, mais avec dans l'occurrence, dans votre cas, du porc dont on peut suivre la trace, c'est pas le même geste que d'acheter de la viande dont on ne sait pas comment elle a été produite. Mais c'est pour ça qu'en fait, l'acte d'être raisonnable, c'est-à-dire parce qu'en fait, on se rend compte que par exemple, entre les locavores et c'est formidable de manger local, mais parfois, on doit choisir entre manger local ou manger bio, parce qu'on peut manger local, mais bon, avec des producteurs qui font des efforts, mais qui n'ont pas tout à fait la norme, qui sont pas. Donc en fait, on a des choix et on se rend compte que tout mouvement, enfin toute idéologie alimentaire poussée, elle ne tient pas. Donc il faut continuer à se questionner. C'est pour ça que c'est très intéressant quand Noémie, elle dit « je suis partie avec un certain nombre d'objectifs », mais forcément, on est obligé de revenir parce qu'on se rend compte que tel objectif, il faut le changer. Donc c'est pour ça que quand on est dans une dictature, c'est-à-dire quand on ne peut plus rien discuter des lois, etc., donc c'est un écrasement. Puis surtout, on n'apprend pas l'agronomie à l'école alors que ce serait absolument fondamental. Mais comment on fait pousser les légumes ? En fait, j'ai fait ma petite enquête là, chez tous les maraîchers bio du Gers qui gravitent autour de nous sur nos marchés de producteurs. Il n'y en a pas un qui arrive à se passer des engrais animaux, des fumiers et de ces intrants organiques. Parce qu'en fait, le maraîchage, la production de légumes, ça demande énormément d'extraction de NPK, donc tous ces minéraux au sol, et on est obligé de les rendre au sol à un moment ou un autre. Et là, on a deux choses qui s'offrent à nous. C'est soit la dépendance à la pétrochimie avec les intrants de synthèse, et là, il faut savoir que les petites billes bleues d'engrais, ça vient de la transformation du gaz, donc est-ce qu'on est vraiment prêt à faire toutes ces concessions géopolitiques avec la Russie notamment, avec le gaz, il vient aussi de Norvège, enfin, en fait, ça vient de loin. C'est extrait en demandant énormément de matières fossiles. Après, ça nous arrive, on n'est absolument pas indépendant face à ces matières-là. C'est pas nous qui fixons le prix. On est dépendant des coopératives qui nous les vendent. Enfin, en fait, on a le choix entre choisir la dépendance ou alors choisir des modes de fonctionnement qui se reterritorialisent, où l'animal retrouve son rôle de lien, de vecteur entre le sol et la production du végétal. Enfin, pour moi, c'est une sainte trinité, quoi. Le sol, l'animal, le végétal vont ensemble, parce que si on enlève l'un de ces trois éléments-là,
on se retrouve dans des systèmes complètement déséquilibrés. Ça va être les élevages hors sol intensifs si on enlève le sol, et si on enlève l'animal, c'est vraiment la dépendance à la pétrochimie. Et je pense que la plupart des gens qui, en ville, se disent véganes et consomment des végétaux ne se rendent pas compte qu'en amont, il y a ce choix fondamental entre la pétrochimie et tous les carnages environnementaux qu'elle suscite, parce qu'il ne faut pas oublier aussi l'impact des monocultures sur la perte de la biodiversité, l'impact des pesticides sur l'effondrement des populations d'oiseaux. On a perdu 30% des oiseaux en 10 ans. Là, ces 10 dernières années, en fait, il y a urgence. La planète brûle et nous, on est en train, avec nos modèles paysans, de proposer des choses qui soient équilibrées, où on reste indépendant en ayant des animaux. Alors oui, certes, ça nous met face à des difficultés. Les animaux, il faut s'en occuper tous les jours. À un moment, s'il y a de la naissance, il faudra bien passer par la case de la mort. Alors, c'est pas facile de regarder tous ces sujets-là en face, mais au moins, on est indépendant. Et c'est ça qui nous permet aussi d'avoir des animaux, de revoir nos paysages différemment. Quand je suis arrivée sur cette ferme intensive, donc qui a fait du cochon conventionnel pendant 35 ans, donc des gros bâtiments et puis une centaine d'hectares derrière, au fur et à mesure des années, les haies, les arbres avaient été arrachés pour faire des grandes parcelles, c'est ce qu'on appelle le remembrement, pour faire passer des gros tracteurs et faire de la monoculture. Je peux vous assurer qu'il y a un endroit sur ma parcelle où je vois la roche-mère, tellement la terre a été abîmée, dégradée. Ça, c'est notre potentiel nourricier pour demain. Et on ne veut pas jeter la pierre aux personnes qui ont fait différemment avant, parce qu'il y avait un autre narratif, peut-être, de nourrir le monde pour pas cher, sauf que maintenant, on sait que ce modèle-là, il est en faillite, extrêmement dépendant des énergies fossiles. En France, il y a 7 millions à peu près d'habitants qui sont en précarité alimentaire. La biodiversité est en train de chuter. Il n'y a plus de terres arables. En fait, ça ne marche pas. Donc maintenant, à nous, jeunes générations, de faire différemment sans leur jeter la pierre. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on voit le paysage par les yeux de nos animaux. On replante des arbres, on replante des haies, on remet des prairies, parce que ça aussi, ça stocke du carbone. Et les prairies, si on ne veut pas les entretenir avec des tracteurs, encore une fois, qui va le faire mieux que nous? Les animaux. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça, Chantal, que dans les années 2040, on a le droit d'avoir un mouton chez soi, justement pour s'occuper du jardin. Absolument, absolument. C'est-à-dire entre nos derniers festins essence interdit, on voit que certaines lois ont changé parce qu'il a fallu s'adapter et se rendre compte que quand on est trop strict, ça ne peut pas fonctionner. L'idée, c'est de tout le temps se questionner, en fait, et surtout avec les changements climatiques étant de plus en plus importants dans ces années 2040. Et d'ailleurs, au moment où j'ai commencé à écrire, je ne pensais pas que tout irait aussi vite que ces dernières années de ce qu'on voit. Et d'ailleurs, c'est ce que disent les spécialistes. Ils n'imaginaient pas que ça irait aussi vite. Et qu'effectivement, à partir du moment où il y a non seulement une mauvaise alimentation, comme on le dit aujourd'hui, à cause des intrants, de l'industrialisation, mais où il y a des manques alimentaires, c'est-à-dire il y a des gens qui ne mangent plus à leur faim parce qu'ils n'ont plus les moyens de se nourrir, etc., il faut trouver des solutions. Et les solutions, je veux dire, elles sont justement partout, comme vient de l'expliquer Noémie. Donc si on peut avoir quelques poules, avoir quelques lapins, avoir un mouton qui s'occupe de l'herbe devant chez soi, etc., eh bien, on se dit qu'on va quand même être un petit peu nourri et éventuellement nourrir un petit peu son voisin. Et vous parlez du défi climatique, vous évoquez effectivement les catastrophes naturelles, puisque dans ces années 2040, il y a eu une accélération de la survenue de ces catastrophes naturelles, et le gouvernement a mis en place des immeubles solidaires. Ça ne marche pas très très bien non plus. Non, parce que alors, ces immeubles solidaires, c'est-à-dire c'était pour évidemment réduire la facture énergétique. Donc en fait, si vous voulez, vous avez un seul compteur qui comptabilise vos dépenses énergétiques pour l'ensemble de l'immeuble. Et donc, il y a un forfait que vous ne pouvez pas dépasser. Et donc, quand le forfait est dépassé, le compteur est visible en bas vers la loge du gardien et vous voyez qui l'a dépassé. Donc, il suffit de le dénoncer pour qu'il soit puni, etc. C'est-à-dire donc en appeler à la délation, etc. C'est pour ça qu'il y a quelque chose, si vous voulez, dans ces deux livres, aussi bien dans Nos derniers festins que dans Sens interdit. Comme on est dans une dictature, il y a quelque chose qui ressemble à la période de l'occupation. C'est pas pour rien qu'il y a du marché noir, et que tout devient pègre finalement dans les rapports humains. Dans Nos derniers festins, par exemple, il y a des agapes qui se passent dans les sous-bois cachés des drones, etc.,
pour faire des banquets comme on en a envie, pouvoir manger du beurre dont on est privé, enfin bon, etc. C'est une vie clandestine en fait. Oui, moi ça me donne des petites lueurs d'espoir parce que cette vie clandestine, c'est en fait ce qu'on essaye de cultiver au quotidien. Et tout à l'heure, j'étais assez pessimiste, mais il y a quand même des sacrées lueurs d'espoir. Moi, l'entrée en paysannerie m'a réappris des mécanismes de solidarité, d'entraide, de vie en commun que je ne soupçonnais absolument pas lorsque je vivais en ville. Et je pense que l'agriculture de demain sera collective ou ne sera pas. Et là, on est vraiment à un moment charnière. Dans les jeunes qui s'installent dans le Gers, pour parler du département que je connais, la plupart s'installent vraiment sur des systèmes collectifs et après ils se rendent compte de l'interdépendance qu'on a tous les uns avec les autres. Moi, je suis sur une ferme collective où on est 7 chefs d'exploitation agricole, plus ensuite quelques stagiaires, employés, etc. On est une quinzaine tous les midis à table et on s'est dit, tous les midis, en fait, on va se partager le travail pour nourrir les autres. Une fois toutes les 2 semaines, on prend des tours de cuisine et on s'aide vraiment mutuellement. On se prête le matériel, on va sur les mêmes marchés pour s'aider à charger, décharger. Parce qu'en fait, le fardeau de la terre, le fardeau de toutes ces caisses à soulever, il peut être très lourd, mais si on le partage sur plusieurs épaules, il devient beaucoup plus léger. Pareil pour la salle de découpe, c'est long. C'est dur, la découpe, il fait froid. En fait, on travaille dans un frigo. Vraiment, les journées sont très longues. Mais cet atelier de découpe, on l'a en commun. On est une vingtaine d'éleveurs de cochons, ovins, caprins à se partager cet outil-là. Et on sait que quand on va travailler, on va aussi avoir ces petites parcelles d'humanité qui vont être très belles et très riches parce qu'on va se retrouver entre éleveurs. Au lieu d'être chacun cloisonné sur nos fermes, on a des espaces communs. Et à la fin, dans le livre, on décrit le banquet gaulois. Alors ça, c'est complètement improbable parce qu'on a tendance toujours à vouloir opposer les néo-paysans, les néo-ruraux, qui, soit dit en passant, représentent actuellement 50% des activités agricoles. Donc il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas. Ce n'est pas juste une petite tendance de mode, c'est une réalité en ce moment dans les chiffres d'installation. On les oppose généralement aux gens du cru, aux conventionnels qui sont là depuis toujours, aux chasseurs. Eh bien non, nous, il y a des hurluberlus dans le Gers qui ont décidé de faire une ferme de maraîchage, pépinière de fruitiers, etc. Mais d'organiser des grands banquets plusieurs fois par an en invitant les chasseurs à venir rôtir des sangliers. Et alors là, c'est absolument extraordinaire. Le banquet, c'est gaulois, donc on arrive tous déguisés comme des fadas de Gaulois. Et on a les chasseurs qui ont fait rôtir toute la journée des sangliers. Toutes les personnes âgées du village qui sont là parce que ça fait partie de la vie du village et qu'en fait ça faisait bien longtemps dans ce village-là qu'il n'y avait plus ces moments collectifs de rituels, un peu de passage de saison, de célébration ensemble. Et il y a tous ces néo-ruraux qui se sont installés, il y a des gens de la ville qui viennent parce que nous on traîne aussi un petit peu en ville, donc on crée des ponts assez improbables entre des sociétés agricoles, on va dire plus traditionnelles, des sociétés urbaines et un nouveau type d'agriculture qui essaye de prendre en compte les communs et une autre façon de vivre ensemble. Chantal, écoutez, Noémie, ça rend plutôt optimiste. Est-ce que le fait de décrire cette société de 2046 dans Sens Interdit, c'est aussi un moyen de mettre à distance les peurs, c'est-à-dire que vous pouviez avoir l'impression de pousser le curseur un petit peu loin et puis vous vous rendez compte que finalement non, mais en même temps de décrire cette société qui est totalement effrayante avec les crimes, on n'en a pas parlé, mais c'est évidemment un polar. Il y a la police, les 2 personnages principaux font partie de la police alimentaire et ils vont devoir trouver qui a tué cette jeune femme qui a été retrouvée complètement gavée jusqu'à la mort. Décrire tout ça, c'est aussi un moyen de mettre un peu les peurs à distance et d'imaginer le pire, permet d'envisager avec optimisme finalement un autre avenir. Alors d'abord, de pousser le curseur un peu plus loin, d'abord ça permet de s'amuser un petit peu, donc voilà, et de parler de choses graves en s'amusant, ce qui est plutôt agréable. Et d'autre part, ça permet de questionner aujourd'hui en passant par l'imaginaire, en passant par les prolongements de ce qui se passe aujourd'hui, parce que finalement, moi, ça fait un certain nombre d'années que, quel que soit le sujet du livre que j'écris, que ce soit un roman ou un polar, je suis beaucoup guidée par cette idée, d'ailleurs à laquelle Noémie vient de donner un éclairage très intéressant, c'est que qu'est-ce qu'un monde où on ne connaît pas son voisin de palier et où tout est dans l'image et où tout est dans le dématérialisé, etc. Qu'est-ce que c'est que ce monde ? Que deviennent les relations humaines quand on n'a plus de rapport concret avec
le ciel, la terre, les nuages, l'herbe, enfin des choses tout à fait concrètes. Enfin, moi, je suis lointainement d'origine paysanne, c'est-à-dire que mes parents sont des paysans qui sont venus à la ville, donc il me semble que j'ai encore un contact avec ça. C'est-à-dire quand j'étais enfant, je suis allée en vacances dans une ferme, donc j'en ai une idée. Je sais que le lait ne vient pas du frigo, que la laitue ne pousse pas dans le bac à légumes, enfin bon, etc. Mais je me dis, mais parce que moi je suis âgée, mais alors dans les générations futures, comment on garde les pieds sur terre d'une certaine façon. Et c'est en ayant les pieds sur terre qu'on peut avoir des relations avec les autres. Parce que si on est complètement dans l'individu dématérialisé qui regarde son écran, en fait, on n'est plus personne. Soyons justement dans le collectif. Il nous reste quelques minutes à peine. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont soit des questions pour Chantal et Noémie ou bien une expérience à partager? Oui, par contre, c'est des micros à fil, donc je ne crois pas. Ouais, je veux bien. Il y a un micro qui arrive. J'ai une question pour, j'ai dû oublier le prénom, Noémie, voilà. Concernant l'agriculture, nourrir c'est bien, mais pour moi se pose tout de suite la question, dans l'agriculture traditionnelle, avant 1950, le paysan cultivait et nourrissait sa famille. Dans les nouveaux paysans, on ne cultive pas sa famille, on cultive beaucoup plus large. Donc on est confronté au problème du marché, et donc des débouchés et des surproductions éventuelles. Donc moi, ma question c'était, quelle réflexion vous avez pour pallier cet élément qui manque pour que votre exploitation ou votre agriculture soit viable? En fait, nos modèles sont viables. Alors, on va passer par des phases de difficulté, évidemment, jusqu'à trouver notre rythme de croisière qui nous permette d'en vivre. Mais justement, ce que vous décrivez est très fort parce que on cite la lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix de Jean Giono dans le livre. Ça a été écrit en 1937 et il parle de ce basculement du paysan qui auparavant nourrissait sa famille avant toute chose, qui était aussi un peu artisan à côté et qui en fait, grâce à cette pluriactivité, pouvait se permettre avec ses surplus de production de plutôt faire du troc, de l'échange et de ne pas se mettre dans des dynamiques de marché. Et Giono parle bien de ce basculement dans l'économie de marché comme étant un phénomène qui va aliéner le paysan dans son rapport à la nature, l'aliéner économiquement, le pousser à faire de la monoculture. Et ça, c'est absolument délétère. Enfin, nous, ce qu'on essaye de recréer, on le fait en collectif parce qu'on sait que tout seul, on n'a pas les épaules pour le faire. C'est des systèmes de polyculture-élevage où on essaye d'être le plus indépendant possible de ces mécanismes de marché. Et toutes ces normes dont je vous parlais tout à l'heure, elles se sont véritablement accélérées ces 30 dernières années. Donc il y a eu le GATT déjà dans l'ouverture et la globalisation tout au cours du XXe siècle. Mais l'OMC, qui est arrivé, j'ai un doute, 94 ou 96, a vraiment contribué à réouvrir à nouveau toutes ces barrières douanières et à mettre les agriculteurs français dans des systèmes de production qui sont complètement, tellement adaptés aux logiques de marché international qu'ils deviennent de plus en plus déconnectés de la réalité des territoires. Et ça, c'est terrible pour le sol, c'est terrible pour les communs, c'est terrible pour l'agriculteur lui-même, qui généralement se retrouve soumis à des circuits très très longs. En fait, ça ne marche pas. Et je pense qu'il faut réussir à sortir collectivement de cette croyance que l'agriculture conventionnelle nourrit le monde, parce qu'en fait, on l'a vu tout à l'heure, c'est pas vrai. Au niveau mondial, il y a énormément de personnes qui sont en malnutrition et en sous-nutrition, pareil en France. Et j'aime beaucoup le rapport de l'IDRI Sciences Po qui a été fait en 2018, qui essaye de réfléchir à est-ce qu'on peut nourrir l'Europe à horizon 2050, donc quand même 530 millions de personnes, en gardant un petit potentiel exportateur, alors 6% à peu près, mais en passant à des pratiques agroécologiques. C'est-à-dire on va cultiver sans intrants de synthèse, on va arrêter d'importer du soja d'Amérique du Sud, parce que ça c'est une réalité, la majeure partie du bétail en France en conventionnel est nourri de cette manière-là. Est-ce que ça tient en fait? Est-ce que c'est viable? Et oui, la réponse c'est on peut complètement le faire sans intrants de synthèse, sans pesticides, à condition de réduire la consommation de produits animaux. Alors contre-intuitivement, garder le même nombre de ruminants, de vaches, moutons, chèvres, pour l'entretien des prairies et la captation carbone que ça procure, mais en revanche, réduire énormément le nombre de monogastriques, c'est-à-dire les porcs, les poulets, les volailles en tout genre, parce qu'en fait, elles consomment la même chose que nous, et que cette chose, ça provient de terres sur lesquelles on pourrait faire pousser autre chose pour nourrir les populations locales. Et il faut savoir qu'en Europe, il y a à peu près 60% des céréales et des protéagineux
qui servent à l'alimentation du bétail. C'est absolument énorme, et en fait, si on changeait un petit peu notre régime alimentaire et tout l'amont, on pourrait complètement vivre en se sortant un peu de ces logiques internationales. Oui, une autre question juste à côté. Toujours pour Noémie, par rapport à ce que vous venez de dire, en fait, j'aurais juste voulu savoir dans votre collectif, il y a combien de personnes qui relèvent d'une formation agricole pure? Et de fait, je pense connaître un peu la réponse. Qu'est-ce que vous pensez du système de formation au niveau agronomique aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, parce que c'est quand même dommage de ne pas avoir un système agricole qui reprend tout votre courant à vous et qui va vers des choses qui sont beaucoup plus réalistes sur le fait de mettre demain des jeunes agriculteurs dans des circuits où on sait pertinemment dans 10 ans ils sont dans le mur, quoi. Voilà. Oui, très bonne question. Pour vous donner les chiffres sur l'agriculture en ce moment, on est à peu près 350 000 chefs d'exploitation agricole. Et avec numérique, génétique, robotique et les départs à la retraite, on va se retrouver d'ici 10 ans à peu près 200 000. Et si on voulait produire de façon agroécologique et sans intrants de synthèse en France, il faudrait qu'on soit 1 million. Bon, alors Clément, après le bouquin, est devenu paysan en polyculture élevage. Donc ça y est, déjà un de trouvé, il en reste plus que 980. Bon, bref. Mais effectivement, sur les 7 agriculteurs que nous sommes sur notre collectif, il y en a 2 qui sont ingé agro, donc ingénieurs agronomes, et eux ont appris l'agriculture de façon plutôt productiviste, ancrée dans des logiques de marché, transformation agroalimentaire, etc. Mais eux ont très vite pris conscience en allant travailler dans des grosses exploitations du gros problème environnemental, de mal-être animal et de mal-être humain qu'il y avait avec ces systèmes-là. Et eux ont décidé de s'installer en bio dès le démarrage pour faire autre chose et prendre en compte les communs et l'environnement. Et après, tous les autres, on s'est installé avec un BPREA, donc brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. C'est une formation courte, c'est en 1 an seulement. Évidemment, on le complète pendant 1 an ou 2 avec d'autres formations, des stages, du terrain. Et malheureusement, c'est effectivement très novlangue, productivisme, PAC et compagnie. Donc on n'est pas du tout formé en sortant du BPREA à faire de l'agriculture paysanne. Moi, l'agriculture paysanne, je l'ai apprise en allant faire des stages, en allant apprendre à bricoler, à souder, à faire naître, à découper. Et c'est aussi une école de la vie parce que en fait, l'agriculture, c'est beaucoup plus que juste des chiffres. On termine sur cette belle conclusion. Merci infiniment. Merci à toutes les 2. On va rester sur cette conclusion. Merci à vous toutes et tous d'être venus aujourd'hui. Et vous pouvez trouver les livres de Noémie et Chantal juste là à côté de la sortie. Merci beaucoup.